Salut! Alors, vous le savez, après 3 confinements depuis mars 2020, la France aura connu au total pas moins de 111 jours de confinement strict et 38 jours de confinement assoupli. Outre bien évidemment l'état de santé physique, ces périodes de claustration à domicile ont eu bien sûr un impact significatif sur la santé mentale de toutes les personnes concernées. Et cela peut d'autant mieux se comprendre que l'enfermement, l'emprisonnement pour mieux le nommer, est une technique punitive utilisée depuis des siècles. Durant ces périodes de confinement, des angoisses se sont emparées de nous. Angoisse liée à la maladie, bien sûr, angoisse liée à la mort, mais les psychiatres et psychologues ont également observé la multiplication des cas de ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, autrement dit, des gens ont subitement eu peur du déconfinement, peur de se confronter de nouveau au monde extérieur. Et de manière plus générale, il ne me semble pas que je me fourvoie en affirmant que les confinements successifs ont été une expérience effrayante, voire même traumatisante pour la majorité d'entre nous. Mais la question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi, alors même qu'il nous a été présenté comme une solution efficace pour lutter contre le virus et donc potentiellement pour sauver notre santé physique, pourquoi le confinement nous fait malgré tout aussi peur? Et qu'est-ce que cette peur traduit de notre rapport à notre chez-nous, c'est-à-dire à notre espace domestique? Alors, bien entendu, et je préfère le préciser quand même, je ne suis ni psychiatre, ni psychologue, donc dans cette vidéo, je vais aborder le sujet surtout d'un point de vue philosophique. Et donc pour ce faire, je vais m'appuyer notamment sur 2 ouvrages en apparence bien différents, mais qui, vous le verrez, comportent quelques points de convergence malgré tout. Il s'agit donc pour le premier d'un essai, l'essai intitulé « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique », rédigé par la journaliste au Monde diplomatique Mona Chollet et sorti donc en 2016 aux éditions La Découverte. Et le deuxième ouvrage sur lequel je vais m'appuyer, c'est ni plus ni moins Les Pensées du philosophe Blaise Pascal, édité à titre posthume en 1669. Bon, et puis pour rendre le plus intelligible possible mon propos, je vais me contenter de développer 2 aspects qui me semblent pouvoir répondre assez bien à la question. Alors, bien entendu, il existe sans doute 1000 autres pistes pour appréhender pleinement le phénomène, mais mon but est davantage d'amener à la réflexion, de vous proposer des pistes de réflexion, plutôt que de vous livrer une analyse exhaustive. Alors la première piste qui me semble pouvoir apporter son lot de réponses, c'est la notion du temps. Jusqu'à ce fameux mois de mars 2020, nous avions un rapport bien particulier à notre chez-nous. Pour la plupart d'entre nous, nous ne voyions notre maison ou notre appartement qu'une fois rentrés du boulot, bien souvent tard le soir, et il n'était pas rare en plein hiver de ne voir notre salon baigné de la lumière du soleil qu'une fois seulement le week-end arrivé. Et la société nous poussant, selon les termes de Mona Chollet, à davantage consommer notre maison qu'à habiter vraiment notre maison, nous étions tentés, le week-end, d'aller plutôt consommer en vue d'améliorer notre habitat plutôt que d'en profiter réellement. Qui plus est, le peu de temps que nous passions chez nous, était-ce vraiment un temps de qualité? Pas forcément. Je crois que ce qui est profondément ancré dans nos mentalités, c'est cette phrase de Benjamin Franklin qui s'est muée en maxime « Le temps, c'est de l'argent ». Et si on suit cette logique, profiter de la vie, voire simplement même dormir, ce serait perdre son temps et donc son argent. Mieux vaudrait donc passer le moins de temps possible chez soi et le plus de temps possible sur son lieu de travail. Parce que de nos jours, celui ou celle qui restera trop longtemps au lit ou même simplement chez lui sera soupçonné de flemmardise, sera accusé de manque d'ambition. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, à mon sens, si on représente le chômeur type avachi, voire même endormi dans son canapé. Cette pression toujours plus grande, cette injonction à la productivité, a participé également à dégrader fortement le sommeil des individus ces dernières décennies. À titre d'exemple, les Américains dorment en moyenne 6h30 par nuit,
contre 8 heures à la génération précédente et 10 heures au début du XXe siècle. Et en France, un adulte sur 3 souffre de troubles du sommeil, sachant en plus que les femmes sont 2 à 3 fois plus touchées que les hommes par le syndrome de fatigue chronique à cause de la double journée de travail qui induit une suractivité cérébrale. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette notion de double journée de travail. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets en barre d'informations un lien vers une vidéo que j'ai faite il y a un petit moment sur le sujet, mais qui pourra peut-être vous éclairer. Bref, pour en revenir à notre sujet, vous voyez bien que la figure du casanier n'est pas du tout valorisée dans notre société. Et pourtant, Mona Chollet insiste bien dans son essai sur l'effet que rester chez soi, loin du bruit ambiant donc, dans la solitude, eh bien c'est nécessaire pour pouvoir faire le point, décanter ses pensées, voire même stimuler sa créativité. D'ailleurs, la journaliste prend appui sur son expérience personnelle, déplorant que ce qu'elle appelle les journalistes en pantoufles, dont elle pense faire partie, sont extrêmement mal vus, voire même taxés de mauvais journalistes. Au contraire, la figure de journaliste modèle, ce serait celle de, vous savez, Tintin, ce reporter qui investigue, qui est toujours sur le terrain, prêt à l'aventure, un voyage, etc. Et donc loin, bien sûr, de cette image du journaliste planqué derrière son ordinateur. Et à propos de ce dédain général pour les casaniers, Mona Chollet va même jusqu'à dire que le phénomène ne serait pas nouveau. Selon elle, en fait, depuis Sénèque, il serait impossible de se couper du monde sans avoir une excuse valable, donc bien sûr une autre excuse que « je suis mieux chez moi qu'en votre compagnie ». Ainsi, il serait plus socialement acceptable de mentir en prétendant être malade ou avoir du travail par exemple, plutôt que d'avouer qu'on préfère tout simplement rester chez soi. Sénèque disait d'ailleurs à ce propos, je cite, « Personne ne revendique le droit d'être à soi-même. On est parcimonieux s'il s'agit de garder intact son patrimoine, mais quand il s'agit de perdre son temps, on est prodigue dans le seul domaine où l'avarice serait honorable. » Rester seul serait donc une nécessité pour l'être humain, une nécessité de repli sur soi, de s'écarter un peu du monde pour mieux l'observer, pour mieux le comprendre, et puis pour mieux digérer tout simplement son quotidien. Mais, et je reviens au confinement, qu'en est-il quand ce repli est forcé? Parce que non seulement nous n'avons pas eu le choix que de rester chez nous durant ces périodes, mais en plus ça s'est fait du jour au lendemain. En effet, sans transition, nous sommes passés d'un tout à l'extérieur, ou presque, à un tout à l'intérieur, en l'espace de quelques heures seulement. Ce repli est donc devenu pour beaucoup, non pas un recueillement bénéfique pour la construction du sujet, mais bel et bien, ni plus ni moins qu'un emprisonnement. Et bien entendu, l'atmosphère angoissante a amplifié le phénomène. Comment pouvons-nous surmonter la proximité de la mort, la proximité de la maladie, quand en plus nous devons nous plier à cette introspection collective et universelle, forcée et précipitée? Nous avons finalement été confinés dans des espaces restreints, mais aussi dans un temps restreint. C'est-à-dire que nous avons été coincés dans le présent, et nous avons vu le passé qui nous échappait, d'autant mieux que notre présent ne lui ressemblait plus du tout. On avait désormais les masques obligatoires, les sorties interdites, on était privé de toute relation sociale, etc. Bref, ça a été vraiment un changement radical. Mais en même temps, nous ne pouvions pas du tout nous projeter dans l'avenir, puisque cet avenir était totalement bouché. Qu'adviendra-t-il de nous d'ici les prochains jours, d'ici les prochains mois, d'ici les prochaines années? C'était une angoisse totale qui nous rongeait puisqu'elle était à la fois, comme je vous le disais, spatiale et puis temporelle. Et je pense que si le philosophe Blaise Pascal avait pu vivre avec nous cette page de l'histoire, il n'aurait pas été surpris outre mesure de la réaction de la population. En effet, le philosophe dans Les Pensées ne dit pas autre chose que cela. Je cite donc, c'est le fragment 129, « Notre nature est dans le mouvement, le repos entier et la mort. » Le fragment 131 maintenant, « Ennui. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires,
sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Et puis je vais continuer avec le fragment 172. Alors c'est un petit peu long, vous allez voir, mais je trouve que c'est vraiment nécessaire de lire Pascal dans le texte, parce que voilà, c'est bien de parler d'une œuvre, mais avoir le texte c'est encore mieux. Donc si jamais vous pensez que ça ne vous intéresse pas, vous passez directement, je vais vous mettre le timecode dans la vidéo. 172 donc. Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours. Ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt. Si imprudents que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres, et pensons point au seul qui nous appartient. Et si vains que nous songeons à ceux qui ne sont plus rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C'est que le présent, d'ordinaire, nous blesse. Nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige, et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir, et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver. Que chacun examine ses pensées. Il les trouvera tout occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent, et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Alors, extrait pessimiste s'il en est, mais vous voyez bien que donc, cette notion d'être coincé dans le présent lors du confinement, c'est d'autant plus angoissant que finalement, nous n'aspirons en tant qu'être humain, selon Blaise Pascal, qu'à vivre dans le futur, vivre dans l'avenir, ou en tout cas nous projeter en permanence. Or, si l'avenir est bouché, c'est tout à fait problématique. Alors, quelle pourrait être la solution selon Blaise Pascal? Eh bien, tout simplement, bien entendu, le divertissement. C'est-à-dire, tout simplement, de s'empêcher de penser à ces questions existentielles et s'empêcher de rester seul. Donc, chercher la compagnie et les activités de loisirs. Or, vous le voyez bien, durant ces confinements à répétition, nous étions quasiment privés de ces loisirs, de ces relations sociales, pourtant si nécessaires. Alors, je continue à vous lire quelques extraits pour que vous compreniez mieux la pensée de Pascal. Je vais vous lire donc le fragment 139 à propos justement du divertissement. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achètera une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective qui consiste dans le malheur naturel de notre condition, faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Et puis dans le fragment suivant, donc là c'était juste un extrait du fragment 139, dans le 140 justement il donne un exemple particulier, il dit « Cet homme si affligé de la mort de sa femme et de son fils unique, qui a cette grande querelle qui le tourmente, d'où vient qu'à ce moment il n'est pas triste et qu'on le voit si exempt de toutes ses pensées pénibles et inquiétantes? Il ne faut pas s'en étonner. On vient de lui servir une balle et il faut qu'il la rejette à son compagnon. Il est occupé à la prendre à la chute du toit pour gagner une chasse. Comment voulez-vous qu'il pense à ses affaires, ayant cette autre affaire à manier? Voilà un soin digne d'occuper cette grande âme et de lui ôter toute autre pensée de l'esprit. Ainsi, est-ce que nous aurions supporté davantage la mort
et la maladie environnante si nous avions pu davantage nous divertir ou bien garder un semblant de vie sociale durant ces confinements. Très certainement. Et c'est sûrement en ça, je pense, que les plateformes comme Netflix, Disney+, YouTube ou que sais-je encore, et que les réseaux sociaux surtout, ont peut-être permis de limiter les dégâts, même s'ils n'ont pu les empêcher entièrement. Mona Chollet dit elle-même que les réseaux sociaux nous empêchent de nous retrouver seuls avec nous-mêmes. Dans son essai qui date de 2016, donc bien avant les confinements bien entendu, elle parle en termes bien plus péjoratifs puisque, bien sûr, elle est à ce moment-là dans l'optique de profiter de son espace domestique et non pas d'y être enfermée. Selon elle, donc, avant Internet, on pouvait tout à fait refermer la porte de sa maison, de son appartement, sur le tumulte du monde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout possible parce que le tumulte du monde envahit notre cerveau en permanence via surtout ces réseaux sociaux. Il n'est donc plus du tout possible de se barricader au calme chez soi. Mona Chollet parle même de l'inanité des portes à l'heure d'Internet. Et en effet, qui n'a jamais été réveillé en pleine nuit par des notifications de son téléphone? Qui n'a jamais consulté son fil Instagram, Twitter ou que sais-je à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, etc. Et d'ailleurs, même moi, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai dû à plusieurs reprises interrompre la rédaction du script pour pouvoir consulter Instagram, répondre à vos messages, etc. Mais dans un contexte de claustration forcée, comme c'était le cas lors des confinements, il me semble que les réseaux sociaux peuvent être salutaires. Ne serait-ce que pour pouvoir garder bien sûr des contacts fréquents avec son entourage, prendre des nouvelles de ses amis et de ses proches, qui plus est quand ils sont malades. Et puis surtout, ces divertissements nous permettent de nous détourner des questions insolubles qui nous tuent à petit feu. Où allons-nous? Qui sommes-nous vraiment? À quoi bon la vie? À quoi bon l'existence humaine? À quoi bon survivre ou même procréer dans un tel contexte sanitaire? La maladie, la proximité de la mort met fin à toutes nos projections, à tous nos plans de vie, à ce qui nous motive tout simplement à rester en vie. Et tout ce qui pourra nous détourner de penser à ces questions, même le divertissement le plus futile au monde, je ne sais pas moi, des vidéos de chats sur internet, eh bien ce sera d'un grand secours parce que, comme le dit Pascal, et je terminerai sur ces mots, nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Voilà, bon, je termine sur ces mots. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon analyse et surtout si vous aimez ce nouveau format. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche à 11 h sur mon autre chaîne pour une petite lecture audio de Maupassant et lundi à 17 h pour une lecture audio, justement, la suite des pensées de Pascal. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder parce que j'ai fait donc toute une petite playlist avec les lectures audio des pensées de Pascal que je vais lire entièrement. Voilà, c'est tout. En attendant, je vous retrouve sur Instagram un peu tous les jours pour vous confier un peu mon quotidien, mon travail, ce que je fais, etc. Et en attendant, prenez grand soin de vous et à lundi 17 h. Salut!